Bonjour tout le monde. J'ai le plaisir de partager ce cours avec mon ami Wafa. Moi, je vais parler de la papille dans le glaucome. Alors, qu'est-ce que c'est que la papille? C'est le point de convergence des fibres optiques. C'est la tête du nerf optique, c'est le disque optique. Il y a plein de dénominations. Mais ce qui est essentiel à retenir, c'est que c'est un examen. C'est un élément essentiel du fond d'œil. On examine la papille optique tous les jours en routine. Sa sémiologie est très riche. On peut avoir un œdème papillaire, on peut avoir une atrophie optique, on peut avoir une pâleur papillaire, une excavation, etc. Et la papille optique peut être atteinte dans de nombreuses pathologies, dans des pathologies neurologiques, dans des pathologies vasculaires, dans des pathologies ophtalmologiques. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser particulièrement à la papille glaucomateuse. Alors, comment est-ce qu'on examine la papille? Les méthodes d'examen sont multiples. Soit en ophtalmoscopie directe, mais ça donne une image qui n'est pas stéréoscopique et par conséquent, elle n'est pas de très bonne qualité. La biomicroscopie directe au verre de Goldman, elle impose un contact avec la cornée, donc ça nécessite une désinfection et il y a un risque de transmission d'infection. Donc la meilleure façon d'examiner, c'est la biomicroscopie indirecte et actuellement, on dispose de plusieurs lentilles. On peut examiner la papille avec ou sans dilatation. Il faut se rappeler que la biomicroscopie indirecte donne une image inversée. Alors, une papille normale, c'est une papille qui c'est un disque plus ou moins arrondi, plus ou moins ovalaire, à grand axe variable, mais en général horizontal, et limité par l'anneau scléral qu'on devine, c'est un une fine ligne blanche. Les bords sont nets. Parfois, on peut avoir un flot nasal en raison de la convergence des fibres qui est plus importante à ce niveau. Il est de couleur rose-orangé et sa taille est variable avec une moyenne de 1,8 mm et ça constitue un élément de référence pour mesurer les lésions du fond d'œil. Elle est plus grande chez les hommes, chez les myopes et chez les mélanodermes. Alors la papille présente deux zones concentriques à décrire. On a l'anneau neurorétinien et l'excavation papillaire. L'anneau neurorétinien, il correspond à la convergence des axones gangliolaires. L'épaisseur est variable en fonction des cadrans et donc elle obéit à la règle Isen, donc plus épais en inférieur, puis qu'en supérieur, qu'en nasal, qu'en temporal. Et en OCT, le segment qui est le plus épais, ce sont les segments temporal supérieur et temporal inférieur. Il est de couleur rose-orangé, son épaisseur dépend de la taille de la papille. Elle peut être soit en pente douce, et dans ce cas-là, la délimitation de l'excavation est plus difficile, soit en pente abrupte et plus facile à apprécier. L'excavation est absente dans les petites papilles d'hypermétrope. Elle a un grand axe horizontal, elle est de profondeur variable et la profondeur n'a pas beaucoup de valeur pathologique. Et on évalue en fonction du rapport C sur D qui est coté de 0 à 10 dixièmes. En moyenne, une papille normale, une excavation normale est inférieure à 4 dixièmes. Toujours dans une papille normale, la papille est centrée par les vaisseaux, le tronc des vaisseaux est central et les branches temporales longent l'anneau neurorétinien en temporal. Parfois, on peut avoir une artère cilio-rétinienne. Il y a des zones d'atrophie péripapillaire, la zone bêta qui est la plus proche du disque. Elle est blanche, laissant la sclère à nu. Elle est de quelques dizaines de degrés, parfois elle fait tout le pourtour de la papille. Elle est plus fréquente en cas de glaucome. Et la zone alpha qui est plus périphérique, c'est des zones de pigmentation irrégulière autour de la zone alpha et qui n'est pas spécifique. Alors, parfois, la papille peut être difficile à apprécier, notamment en cas de dispersion papillaire. C'est une anomalie bilatérale où la portion supérotemporale est surélevée et la portion inféronasale reculée, ce qui donne une ovalisation de la papille et une émergence des vaisseaux en nasal. Dans ce cas-là, l'appréciation de la papille est plus difficile et même les OCT donnent beaucoup d'artefacts. Elle s'associe fréquemment à une amblyopie, elle s'associe fréquemment à un astigmatisme oblique et à des anomalies du champ visuel. On peut avoir carrément une quadranopsie ou une hémianopsie temporale. Quelles sont les caractéristiques de la papille glaucomateuse? Donc, il y a plusieurs éléments à apprécier. L'examen doit être soigneux, de préférence après dilatation, parce qu'avant dilatation, la papille est plus sombre et plus difficile à apprécier. L'examen doit être comparatif
On peut soit le reporter sur un schéma, soit faire des photos de fond d'œil qui sont beaucoup plus fiables, beaucoup plus faciles à comparer. Alors tout d'abord, on va apprécier la taille de la papille. On peut avoir soit une petite papille chez les hypermétropes ou l'excavation, comme sur cette papille, il n'y a pratiquement pas d'excavation. Et donc, il faut retenir un élément important, c'est que l'absence d'excavation n'élimine pas un glaucome. On peut avoir une grande papille, surtout chez les myopes, elle varie de 0,4 à 0,8. L'élément le plus important, c'est la symétrie entre les deux papilles, mais en cas de doute, il ne faut pas hésiter à demander un bilan. Une grande excavation n'est pas toujours glaucomateuse, c'est le deuxième adage à retenir. Deuxième élément, c'est la couleur de l'anneau neurorétinien. Donc en cas de glaucome, l'épaisseur de l'anneau neurorétinien est diminuée, mais elle n'est certainement pas de couleur, il n'y a pas une modification de couleur. Il n'y a pas de pâleur papillaire en cas de glaucome, sauf en cas de pathologie associée. La forme de la papille peut parfois poser des problèmes de diagnostic différentiel. On a vu la dispersion papillaire, le morning glory où il est très difficile d'apprécier l'excavation, et le colobant papillaire, comme ici on a un colobant papillaire où il est difficile d'apprécier l'excavation. Alors, l'excavation glaucomateuse est une excavation à grand axe vertical. Il n'y a plus de respect de la règle Isent. Elle est en général plus amincie en inférieur et en temporal. Parfois, on peut avoir une rupture de l'anneau neurorétinien. Ici, on a une papille normale avec un grand axe horizontal et là, une papille glaucomateuse avec un grand axe vertical. Les vaisseaux papillaires, il faut observer le trajet des vaisseaux. Dans le glaucome, on a un rejet nasal des vaisseaux, mais ce n'est pas caractéristique du glaucome. Ça peut se voir même dans les rétinopathies pigmentaires ou d'autres pathologies. Ce qui est intéressant à retenir, c'est l'augmentation de la distance entre le vaisseau et l'anneau neurorétinien et l'aspect de vaisseau en baïonnette qu'on voit ici et la présence parfois d'une artère cilio-rétinienne qui nous oriente vers un glaucome. L'hémorragie parapapillaire, le mécanisme de cette hémorragie n'est pas encore connu. Elle est présente chez 0,2% des patients normaux, mais elle est présente beaucoup plus fréquente chez les glaucomateux. Pratiquement 10% des glaucomateux ont une hémorragie parapapillaire en flamèche. C'est un signe de gravité, c'est un signe d'évolutivité, et parfois elle peut passer inaperçue à l'examen. Ici on a une petite hémorragie, ici une toute petite hémorragie ici, et ça peut passer, on peut passer à côté à l'examen clinique, d'où l'intérêt de faire des photos de fondeuse. La zone bêta, c'est une zone qui est présente chez les sujets normaux, mais elle est plus fréquente chez le glaucomateux. Sa surface est plus étendue chez le glaucomateux. Ici, c'est le même patient avec l'œil droit et l'œil gauche. Le glaucome est plus avancé sur l'œil gauche. On a une hémorragie papillaire qui témoigne de l'évolutivité, et on a une zone bêta qui est plus importante sur l'œil où le glaucome est plus avancé. Donc c'est un témoin de l'évolution du glaucome, et c'est un indice aussi pour le passage de l'hypertonie oculaire isolée au glaucome. Alors, il y a plusieurs façons d'explorer la papille. Dans les photos de fond d'œil, on va voir l'aspect de la papille, les présences d'hémorragie, on peut voir la perte en fibre optique, l'OCT papillaire qui explore la papille, l'excavation, l'épaisseur de l'anneau neurorétinien, cadran par cadran. Alors juste quelques cas cliniques pour illustrer ce dont on vient de parler. Alors c'est un patient de 32 ans qui n'a pas d'antécédent pathologique particulier, qui a été adressé pour prise en charge d'une neuropathie optique de l'œil gauche révélée par une baisse récente de l'acuité visuelle. Au PEV, le bilan est venu avec un PEV qui montrait une diminution d'amplitude de l'onde P100 sur l'œil gauche avec un enjeu IRM cérébral normal. Il a ramené avec lui également son champ visuel, l'œil droit était normal, et sur l'œil gauche on voit un scrotum altitudinal. Alors l'examen montre une acuité 9 dixième, 8 dixième, avec une correction optique d'hypermétrope. Le segment antérieur est tout à fait normal, pachymétrie également normale, et sur le fond d'œil, on a ici l'œil droit qui est normal, et sur l'œil gauche on voit deux petites hémorragies en flamèche avec un tonus à 22 mm de mercure, et à l'OCT on a l'altération de la couche des cellules ganglionnaires, alors que l'OCT papillaire était tout à fait normal. Donc une papille normale, sans excavation, n'élimine pas un glaucome. Deuxième cas clinique, c'est une patiente de 62 ans qui a été adressée pour un glaucome qui s'aggrave malgré le traitement et une tension normale. Elle a été opérée pour cataracte sans amélioration de l'acuité visuelle. Elle est sous traitement anti-glaucomateux depuis 7 ans, et même sa fille a été étiquetée glaucomateuse. Il a eu plusieurs OCT papillaires,
Elle a eu une échographie UBM de l'angle qui était tout à fait normale, un bilan cardiovasculaire, mais elle n'a eu aucun champ visuel malgré 7 ans de traitement et pas d'imagerie cérébrale. Alors à l'examen, on trouve une acuité visuelle très basse, avec des réflexes photomoteurs qui sont très diminués, un tonus oculaire à 14 sous quadrithérapie avec une tachymétrie normale. Et au fond d'œil, il n'y a pas d'excavation, mais il y a une nette pâleur papillaire sur les 2 yeux. Et l'IRM montre un volumineux adénome hypophysaire qui a évolué pendant 7 ans, alors que le patient était sous traitement antiglaucomateur. Donc toute excavation du nerf optique avec pression oculaire normale est une neuropathie optique compressive jusqu'à preuve du contraire et elle impose une imagerie cérébrale et un bilan cardiovasculaire. Le champ visuel est un examen indispensable au diagnostic au suivi d'un glaucome. Il doit être réalisé au moment du diagnostic et au moins 3 fois au cours de la première année, puis au moins 1 à 2 fois par an par la suite, et il ne peut en aucun cas être remplacé par un OCT. Et enfin, un glaucome qui s'aggrave malgré une tension bien équilibrée doit faire revoir le diagnostic. En fait, tout glaucome qui est anormal par un élément, que la tension soit normale, que l'aspect de la papille ne soit pas très spécifique, que le champ visuel ne soit pas très spécifique, il ne faut pas hésiter à demander une imagerie cérébrale. En conclusion, l'examen de la papille est un temps essentiel de l'examen ophtalmologique. En cas d'anomalie et pour une meilleure appréciation, il faut examiner la papille après dilatation, de préférence en biomicroscopie indirecte. Ne pas hésiter à prendre des photos qui sont beaucoup plus fiables qu'un schéma. Et les 6 caractéristiques de l'excavation glaucomateuse, c'est qu'elle est très souvent asymétrique, donc il faut faire un examen comparatif, qu'elle a un grand axe vertical, qu'il y a un amincissement de l'alvéolo-neurorétinien qui ne répond plus à la règle ISOT, le rejet nasal des vaisseaux et parfois l'hémorragie papillaire en flamèche. Et il ne faut pas oublier qu'une grande excavation n'est pas toujours un glaucome, que l'absence d'excavation n'élimine pas un glaucome, que la papille glaucomateuse excavée mais de couleur normale, il n'y a pas de pâleur papillaire. Le bilan d'un glaucome comporte obligatoirement un champ visuel. Malgré tout le développement des techniques d'imagerie, le champ visuel reste essentiel dans le diagnostic et le suivi d'un glaucome, et ne pas hésiter à demander l'imagerie cérébrale au moindre doute. Merci.